Le Comptoir, le podcast des GBU. Comment définirais-tu le patriotisme ? Ça va être l'attache qu'on peut avoir à notre pays. Bah ouais, pour moi, c'est les valeurs qu'on partage avec le pays où on vit, quoi. Une appartenance, des racines. Comme le Petit Prince, on est tombé à un certain endroit de la planète et on n'est pas si mal tombé que ça dans notre pays. Un sentiment qu'une personne peut ressentir parce qu'elle adhère à une culture, à un groupe social et que pour ses valeurs, pour ce groupe, elle est prête à donner de sa personne, donner de son intégrité. C'est dans l'héritage parents, enfants, petits-enfants. Est-ce que vous avez l'impression que votre patriotisme pourrait réduire votre appréciation d'autres pays dans le contexte, par exemple, des Jeux Olympiques ? Bah moi je dirais oui. Après, en toute demi-mesure. Enfin moi je sais que je resterai très pour la France et que je la supporterai. Après du coup il y a ce concept de vouloir faire briller la France et tout, c'est super. Mais c'est vrai que si on prend les JO, la manière dont c'est fait par rapport à la prise en charge de plein de choses, que ce soit au niveau social ou économique, bah ça remet en question quand même pas mal de choses, ouais. Bon, pas spécialement, non. J'ai pas de réticence à ce que d'autres gagnent aussi. Il y a des gens que j'aime bien, puis il y en a que j'aime moins, et quelle que soit leur nationalité. Patriotisme, mais pas chauvinisme. Mon appréciation, c'est avant tout le sport. Le monde entier, les Jeux Olympiques, c'est quand même une épreuve internationale et il faut arrêter de chercher à dire moi et à être plus universel. Qu'est-ce qui fait grandir votre amour pour votre pays ? La beauté des paysages. C'est un pays qui a un souci social. Moi, j'ajouterais encore la gastronomie, les bons vins, tout le plaisir, l'art de vivre à la française. Hey Colline, alors, est-ce que tu es en forme pour les JO ? Tu fais une épreuve toi déjà ? Salut Stan. Moi cette année je participe à l'épreuve de qui va le plus loin en termes de colonnes et en termes de lignes dans Excel. Ah ouais, excellent, les croisés dynamiques, tout ça. Exactement. Bienvenue à tous pour cet épisode sur le patriotisme. Bienvenue. On espère que vous êtes prêts parce que franchement, il y a du lourd qui arrive et beaucoup de réflexions qui vont être engagées. Ouais, grave. Et comme toujours, on a des intervenants au top. Et on a d'ailleurs écouté déjà Emma, étudiante en Master MEF, qui a fait un micro-trottoir à Paris. Et au fait, Stan, est-ce que tu t'es retrouvé dans des choses qui ont été dites pendant le micro-trottoir ? Ouais, carrément. En plus, moi, j'aime trop cette période de sport parce que je m'intéresse à plein de sports et tout. Et du coup, il y a les JO, il y a Wimbledon, il y a l'Euro de foot, il y a le Tour de France. Et en fait, c'est grave propice à soutenir les athlètes et aussi plein de pays différents en fonction du style de jeu, en fonction d'où on vient, si on a des binationalités ou des origines, etc. Et puis du sport qu'on aime aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que je soutiendrai toujours la France. Et puis, de toute manière, on sait que la France va gagner l'Euro cette année. Par contre, le Tour de France, on est d'accord qu'il n'y a pas trop de règles. Ouais, écoute, on t'expliquera ça une autre fois, on fera un épisode spécial. Ok, parfait, on verra ça plus tard alors. En tout cas, dans le micro-trottoir, c'était cool de constater que beaucoup de gens disaient aimer la France, aimer et soutenir la France et suivre les JO en soutenant la France, mais qu'il n'y avait pas de « ok, nous, on est supérieurs aux autres et parce qu'on est français ». Et il y a un peu plus une notion d'universalisme qu'ont partagé la plupart des gens qui ont été interviewés. Et en fait, c'est ça en plus les JO à la base. Carrément. En fait, du coup, si tu lis la charte olympique du CIO, tu te rends compte que c'est pas tant en fait le pays qui est mis en avant, mais plutôt les valeurs du sport, ce qu'on cherche à transmettre au travers du sport, et aussi ce qu'on apprend, le fait qu'on doit respecter la dignité humaine, plein d'autres belles choses. Il y a plein de valeurs qui sont mises en avant. C'est beau, c'est beau. Mais finalement, en fait, la question que je me suis posée en écoutant le micro-trottoir, c'est est-ce qu'il y a une vraie définition du patriotisme ? Parce qu'il y a vraiment une diversité dans les réponses du micro-trottoir, justement. C'est vrai que c'est pas faux. Et pour ça, le comptoir est allé à la rencontre de Juan Alonso Aldama, qui est professeur de sémiotique à l'université Paris 5, qu'on va écouter. Reportage.
Ce qui est intéressant en général, à mon avis, avec la notion de patriotisme, c'est qu'elle est évoquée surtout dans des situations de risque, c'est-à-dire quand la patrie est en péril. Parce que d'ailleurs, tout de suite, elle est associée évidemment à la guerre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, je ne pense pas. Je pense, voilà, on peut imaginer une forme de patriotisme non exclusif, non belliqueux, non défensif, mais tout simplement revendicateur. C'est évident, par exemple, on ne peut pas le nier, qu'au moment de la Révolution, quand on parle de la patrie en péril, c'est un mot qui a du sens, parce que vraiment la Révolution est en péril, et même la France républicaine est en péril, justement, d'être envahie par les monarchies européennes. Donc là, il fallait défendre. Mais qu'est-ce qu'on défendait ? Qu'est-ce qu'ils défendaient ? Ils ne défendaient pas que la patrie, ils défendaient une vision du monde. Donc là, par exemple, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'on défend ? Est-ce qu'on défend juste un territoire ou on défend une idée politique ? En quoi est-ce que le sentiment patriotique, il est utile du coup au maintien d'une nation comme un groupe homogène ? C'est l'idée, évidemment, l'idée de Julie Lotman, tout simplement, qui dit qu'est-ce qu'une culture ? Une culture, c'est qui est définie par des frontières. Voilà. Que ce soit des frontières, pas nécessairement physiques, mais des frontières, par exemple, entre ceux qui parlent une langue et ceux qui parlent une autre langue. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il dit il n'y a jamais de culture isolée. Parce que justement, la notion de frontière signifie qu'il y en a deux. La notion fondamentale, c'est la notion de traduction. Quand mon père entendait la musique que moi j'ai écoutée, pour lui, c'était pas que c'était une musique qu'il n'aimait pas. Pour lui, ce n'était pas de la musique. C'était du bruit. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, la frontière permet justement de délimiter ce qu'on considère comme sémiotiquement pertinent et de définir une culture. C'est ça qui est beau, non ? C'est-à-dire que la notion de frontière permet de définir une culture, mais c'est en même temps ce qui permet à cette même culture d'être transformée. Parce que c'est par l'échange avec la culture en dehors de la frontière que les cultures peuvent se renouveler, sinon elles meurent, toutes les cultures, toutes. Évidemment, les frontières physiques, qui sont des frontières spatiales, sont extrêmement fortes et visibles. Justement, c'est ce qu'il dit Simmel à un moment donné, il dit elles sont d'autant plus fortes, leur sémioticité, si l'on veut, quand elles sont arbitraires. Pourquoi ? Justement, parce que c'est arbitraire. Si on a décidé de construire ça, il devait y avoir de bonnes raisons pour le construire. Parce qu'évidemment, les Pyrénées, c'est évident que ça se sépare naturellement, donc il n'y a pas à discuter. Or, là où il n'y a rien, on décide de faire une ligne, ça a une signification extrêmement forte. Vous parlez aussi de la différence, je crois, entre la distance et l'affect. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Oui, mais ça, c'est les gens qu'on aime, c'est les gens proches, on dit. Et on imagine que quand quelqu'un s'éloigne, on perd un peu le sentiment pour cette personne. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ça, c'est un type de corrélation possible. Plus il y a de la distance, moins les sentiments sont forts, qu'ils soient négatifs ou positifs. Sauf qu'il peut y avoir un renversement. On connaît tous ces histoires d'amour qu'au début, quand on était proche, on n'était pas très enthousiaste. Mais le fait que la personne s'éloigne crée quelque chose que la proximité ne crée pas. Et au contraire, quand un ennemi s'éloigne trop, on peut être méfiant aussi, parce que qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Et comment ça peut être raccroché à la notion de patriotisme, justement ? Évidemment, il y a une doxa, qui est la doxa de l'extrême droite, qui est très claire, la célèbre phrase de Jean-Marie Le Pen, « J'aime plus mon fils que mon cousin que mon voisin que celui de la ville d'à côté », qui est complètement faux. De qui je me sens contemporain ? Est-ce que je me sens contemporain juste avec des gens parce qu'on partage, on vit tous à la même année? Pas nécessairement. Moi, je peux avoir des sentiments de contemporanéité avec d'autres moments de l'histoire. D'ailleurs, par exemple en France, tous ces discours nostalgiques des années 50 et 60, on comprend qu'il y a une grande partie de la population qui vit dans un anachronisme absolu, où ils se sentent, je ne le condamne pas, mais c'est comme ça, ils se sentent plus contemporaines
du citoyen français des années 50 que des citoyens avec lesquels ils vivent aujourd'hui dans l'année 2024. Donc, si de la même manière, la contemporanéité n'est pas une donnée, disons, chronologique, de la même manière, il peut y avoir exactement pareil, des affinités infiniment plus grandes avec des gens qui ne sont pas mes voisins. Hyper intéressante cette interview. Ouais, à fond, carrément. On voit bien ici qu'il introduit une notion qui va revenir au cours de cet épisode et puis qui traite un peu de ce dualisme de définition. Donc un peu ces deux côtés, ces deux sens qu'on peut donner au patriotisme. Ça peut autant être un truc cool, fédérateur, qu'un truc mauvais et pervers. Ouais, il a dénoncé les dérives d'un patriotisme en disant que c'était, que les risques c'était le rejet de l'autre, des autres cultures, des autres groupes, des différences, et que tout ça c'était pour que nous on essaye d'exister. Ça il le condamne. Par contre, il a parlé aussi d'un autre type de patriotisme qui était fédérateur au sein d'une même culture, d'un peuple, à travers des notions communes, genre la langue, genre la monnaie, des idéaux politiques. Et que tout ça, en fait, c'était essentiel pour construire une société. J'ai trouvé ça beau qu'il rappelle aussi qu'il fallait deux pour faire une frontière. Et qu'en fait, s'il y a une frontière, il y a deux groupes de chaque côté qui se tissent, qui se construisent et qui ont une identité vis-à-vis de cette frontière-là. Et cette frontière, elle peut autant être spatiale, comme les Pyrénées, ou bien abstraite, ou même parfois purement arbitraire dans certains cas. Ouais, on se construit en tant que groupe et en tant que pays parce qu'on veut voir la vie de la même manière, avoir des valeurs communes, comme par exemple quand on s'est battu pour sauvegarder la République au milieu des monarchies européennes. Mais on sent quand même qu'en fait, c'est toujours imparfait, qu'on a ce besoin en nous de s'identifier à des valeurs communes, à un autre groupe, mais que d'un autre côté, il y a des choses qu'on ne choisit pas, genre on n'a pas choisi de naître en France ou dans le pays où on est né. Alors qu'au contraire, il y a d'autres choix qu'on peut faire comme l'identification à une marque ou bien à un groupe de musique. Et ça sert aussi de marqueur social, d'élément d'identification à un groupe de gens qui pensent comme nous. Et ça, c'est hyper rassurant. En fait, c'est une sorte de zone de confort ou de bulle. Ouais. Et pour continuer dans cette idée, on va écouter la chronique de Camille, qui est étudiante en design graphique à Sup de Création à Paris. Discussion au comptoir. Paris 2024. Toute la ville est en ébullition et pour cause. Les Jeux Olympiques arrivent aux portes de la capitale française. Le moment parfait pour montrer la puissance et la gloire qu'inspire notre pays. 8,8 milliards, c'est le nombre d'euros dépensés pour entretenir cette gloire de la France aux yeux des autres pays. Et si les Français sont les champions pour critiquer leur propre nation, dès qu'ils en ont l'occasion, cela va de pair avec un paradoxe non négligeable, la célèbre vantardise française et le chauvinisme qui va avec. Bien que râleurs, nous sommes de vrais patriotes dans l'âme. Il n'y a qu'à écouter un Français parler du dernier match de foot de la France et l'utilisation récurrente du « nous » pour parler de son équipe, alors qu'il n'a jamais mis un pied sur le terrain pour s'en rendre compte. Et le sentiment de fierté qui accompagne une victoire. On brandit le drapeau français et on scande la Marseillaise dans la rue. Il suffit de 3 buts dans une cage pour unifier tout un pays. Mais est-ce que le patriotisme, ce dévouement à son pays, est indispensable pour fonctionner en société ? Si le patriotisme semble indispensable au bon fonctionnement d'un groupe, d'une société, c'est parce qu'il unit les gens et crée un sentiment d'appartenance à un groupe. On retrouve ce même principe dans les communautés de fans appelées fanbase, qui se réunissent autour d'une œuvre ou d'une personnalité publique. Dans l'industrie de la musique actuelle, ce principe de fanbase est primordial. Il est très mis en avant pour la réussite d'un ou d'une artiste. Un des exemples les plus flagrants qu'on a, c'est dans la musique pop coréenne, appelée K-pop, dans laquelle les fanbases sont extrêmement présentes et représentatives du succès de l'artiste. Ces fans dévoués se sentent à la fois proches de l'artiste en question par le biais des relations parasociales, donc les relations à sens unique avec une personnalité publique, très encouragées dans la K-pop, mais également entre eux, compatriotes d'une même armée de fans dévoués au même groupe. BTS en Corée du Sud par exemple. Le nom de leur fanbase ARMY prend alors tout son sens. Ces chanteurs sont appelés idoles par leurs fans, qui les adorent et sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour eux et à les défendre corps et âme.
C'est ce qui crée la communauté de fans et ce qui la soude, donnant une grande influence au groupe et par extension au pays dont est issu le groupe. C'est ce qui participe au soft power d'un État, c'est-à-dire sa capacité à influencer les autres pays par son comportement de manière indirecte et en douceur. En gros, par l'influence de la K-pop et de l'attachement que créent les chanteurs, l'opinion des gens sur le pays s'améliore et la Corée s'enrichit. Pour les fans de K-pop, qui sont coréens, le patriotisme en est alors renforcé, par l'amour qu'ils portent au pays à travers ce genre musical, et à travers les différents artistes qu'ils aiment. Regardons un autre exemple de relation parasociale qui construit notre société. La relation entre le client et une marque. Pour fidéliser une clientèle, il faut créer un attachement à la marque, ou plutôt à l'image qu'elle renvoie à travers sa publicité. En pub, on parle bien d'identité de marque, presque une personnification du concept. Donc, chaque marque possède une couleur phare qui transmet une certaine émotion, des valeurs sous forme de mots-clés, un slogan marquant et parfois même une égérie, figure célèbre approuvée par l'opinion publique, qui donne par sa cote une vision positive de la marque pour qui elle est le symbole. On a par exemple Zendaya pour Lancôme ou encore Pierre Ninet pour Lacoste récemment. Ces éléments sont choisis avec soin et sont le fruit d'une réflexion sur comment créer un attachement à la marque. Et c'est surtout ce qui vous pousse à consommer telle marque de pâtes ou à vous habiller avec telle marque de vêtements plutôt qu'une autre. Mais pourquoi ce principe d'attachement dans nos relations marche autant sur nous humains ? Ce qui semble lier tous ces comportements réside dans un principe simple, que nous avons pu observer à travers ces différents exemples, sans le nommer. La quête de sens et de transcendance. Je m'explique. La transcendance, c'est ce besoin d'être dévoué à quelqu'un ou à quelque chose qui définit ce que nous sommes, nous donne une identité et un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Que ce soit un attachement à un pays dans lequel nous plaçons notre identité ou notre appartenance à une communauté, nous avons besoin d'appartenir à un groupe pour exister. Être dans un cadre, entouré de gens ayant des valeurs ou objectifs communs. Ce principe se retrouve aussi dans les communautés religieuses, où le besoin de transcendance est rempli dans la relation du croyant avec le ou les dieux, et celui des relations sociales entre pratiquants de la même religion aussi. Dans le christianisme, le besoin de transcendance est largement comblé par la volonté de Dieu à entretenir une relation privée et personnelle avec chaque croyant. Mais cette relation est devenue véritablement sociale et non para, puisque Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre, sous la forme d'un humain, pour que nous puissions profiter pleinement de cette relation au travers de lui. Et le patriotisme dans tout ça. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, contrairement aux fanbases et autres communautés, on ne choisit en général pas sa nationalité. C'est-à-dire qu'on est dans un pays ayant déjà des valeurs qui vont orienter notre manière de vivre et de penser pour le restant de nos jours. Alors comment être sûr de défendre les bonnes valeurs ? Si je crois fort en la liberté, l'égalité et la fraternité, est-ce par patriotisme, par défaut ou par choix ? Que se passe-t-il si nous choisissons des valeurs différentes, voire opposées, à celles de notre pays ? D'après ce que nous avons vu, le patriotisme semble être un bon moyen de vivre ensemble au sein d'un même pays, en cohésion les uns avec les autres et tournés vers un même objectif, nos valeurs. Mais peut-on vivre en harmonie au sein d'une société sans partager des valeurs communes ? On peut regarder ce que dit la Charte olympique à ce sujet. Je cite, « Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité, en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. » Donc, est-ce par le partage, l'esprit d'équipe et la cohésion dans le sport, comme le veut l'esprit olympique, que nous pouvons atteindre une harmonie au niveau planétaire ? Notre besoin d'appartenance à un groupe est déjà comblé au niveau d'un pays, grâce à sa culture et à ses valeurs. Mais comment combler ce besoin au niveau mondial ? Qu'est-ce qui nous lie tous, ensemble, comme un seul peuple habitant de la Terre ? Une goutte parmi l'océan, de la poussière simplement. Trop petit dans l'univers, trop grand sur cette terre. Pourquoi s'arracher, pourquoi s'éloigner? Le nom commun est humanité. Pourquoi haïr mon frère, nous qui sommes nés du même père? Éternelle vérité, une clé
choses à partager, son amour à multiplier. Le caractère d'une vie pour lui. Garde ce trésor, le tien encore plus fort. La parole ancrée dans les veines. Aime ton prochain comme toi-même, maillon d'une chaîne. Un seul corps, un seul cœur, un seul sauveur. Aime ton prochain comme toi-même, maillon d'une chaîne. Un seul corps, un seul cœur, un seul sauveur. C'est fou de voir qu'il y a vraiment un besoin d'appartenance qui est carrément intrinsèque à l'être humain. T'en penses quoi? Ouais, carrément. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin d'appartenir à un groupe, d'avoir des liens qui se créent pour se sentir exister même. Un peu comme si on se sentait exister seulement en existant pour d'autres. C'est clair. Mais en fait, ce que dit Camille, c'est que le souci des fanbases, en tout cas de la plupart des fanbases, c'est qu'il y a pas, enfin il y a un lien qui est créé, mais il n'y a pas vraiment de relationnel. De relationnel soit avec le produit, qui peut être des vêtements, un style de musique, un artiste, ou même avec la communauté qui aime ce produit. Il n'y a pas vraiment d'échange, et parfois ils savent même pas qu'on existe. En fait. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est ouf. Le seul point commun qu'on peut trouver, c'est d'aimer le même produit, les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être déjà énorme, en fait. Hein. Mais je me demande si ça n'a pas des limites, s'il y a juste ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On a aussi pu écouter une composition de Evie, étudiante en psychologie du travail à Dijon, et qui pose elle aussi, comme Camille, la possibilité qu'il existe une communauté bien plus grande en fait qu'une fanbase, que des supporters d'équipes de sport, et même en fait que des pays. Une communauté qui permettrait à toute l'humanité de se retrouver dedans. Et peut-être que la suite en fait va un peu plus répondre à ces questions. Et la suite, c'est Timon, jeune ingénieur à Paris, qui nous parle d'une histoire qui casse les codes et qui se trouve dans la Bible. Alors Timon, est-ce que c'est possible d'être dans une communauté où l'élément central connaît et est en relation avec tous les membres de la communauté ? Et est-ce que c'est possible que cette même communauté ne se limite pas à 5, 500, 5000 ou même 5 millions de personnes ? La Bible au comptoir. Est-ce que vous connaissez Jesse Owens ? Alors c'est un athlète noir américain qui a participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Alors en cette période, en fait, il y avait Adolf Hitler qui espérait démontrer la supériorité du peuple allemand. Et cet athlète, Jesse Owens, il est reparti avec 4 médailles d'or en athlétisme. Ce qui est le plus improbable surtout, c'est que dans ce contexte vraiment de grande tension internationale et même de nationalisme exacerbé, on peut dire, et ben en fait, il est devenu ami avec son concurrent allemand qui s'appelait Lutz Long lors de la finale du saut en longueur. Et ils sont restés vraiment amis pendant des années à la suite de cela. Et alors que vous le savez, en France, on va accueillir la 33e édition des Jeux Olympiques. Ça semble intéressant de poser la question du patriotisme, qui est d'ailleurs le thème de cet épisode. Le patriotisme, c'est être fier de son pays, on pourrait dire. Et le sport, c'est vrai, c'est un moyen d'exprimer ou même de canaliser pour certaines personnes ce sentiment d'appartenance. Alors que peut nous dire la Bible à ce sujet ? Ce qui est sûr, c'est qu'appartenir à un groupe, ça date pas vraiment d'hier. Voyons ça d'un peu plus près. Lisons un texte extrait de la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Un spécialiste des Écritures intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment le comprends-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé.
passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors que nous dit ce texte en lien avec le patriotisme ? Vous ne voyez pas le rapport ? On va essayer de le découvrir ensemble. Il faut juste commencer par rappeler que nous sommes là dans un contexte juif. Jésus est juif, l'homme à qui il parle est juif, le mec de l'histoire qui se fait agresser est juif, et la loi dont on parle, c'est la loi juive. Donc 100% juif, ok ? La loi, justement, elle commande d'aimer son prochain. Mais ça veut dire quoi ? C'est exactement la question que pose l'homme à Jésus, en fait. C'est qui mon prochain, en fait ? Parce que, soyons honnêtes, concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. Un proche, on connaît, mais prochain, on ne connaît pas. Sauf que Jésus, il ne répond pas à la question. Il raconte plutôt une histoire. Il faut dire qu'il aime bien faire ça, Jésus. Et l'homme qui l'interroge, on a l'impression qu'il veut du concret, donc il ne sera pas déçu. Donc, résumons rapidement l'histoire. Un homme qui voyage se fait racketter et tabasser par des brigands. On lit qu'il est laissé à demi-mort, donc on imagine qu'il est vraiment mal en point. Et c'est bien pour ça qu'il reste au bord du chemin. Immobilisé, gravement blessé, probablement en plein soleil. Bref, il est plutôt mal barré et il ne doit plus en avoir pour longtemps. Heureusement, un prêtre juif, c'est-à-dire un homme très très religieux, passe par là. Ah, c'est sûrement un type bien, il va pouvoir l'aider. Ah oui, ça y est, il a vu le blessé. Mais le texte dit « Il passa de l'autre côté du chemin ». Comme on dirait aujourd'hui, il change de trottoir, quoi. Bon, cette route n'a pas l'air hyper fréquentée, mais coup de bol, voilà quelqu'un d'autre. Ah, c'est un lévite. En plus, lui aussi, c'est quelqu'un de connu. Oh, il est responsable de l'entretien du temple de Jérusalem. C'est le monument quand même le plus important du pays. Ah, il a de la chance, notre blessé, de tomber sur un chic type comme lui. Sauf que non. Exactement comme pour le prêtre, le texte dit « Il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. » Bon, sympa l'ambiance. De nouveau rien sur cette route, sinon le silence. Ah si, voilà quelqu'un. Oh non, c'est un Samaritain. Bon, lui jamais il aidera personne, ça c'est sûr. Ça se trouve c'est même un pote des brigands, parce que c'est bien connu, les Samaritains c'est tous des bandits. Parenthèse. Souvenez-vous, j'ai dit qu'on est dans un contexte juif. Et ce qui est sûr, c'est que les Samaritains et les Juifs, c'était pas vraiment des copains, mais plutôt des ennemis jurés. Bien qu'ils étaient voisins, ils s'adressaient jamais la parole. Plus encore, ils voulaient même pas avoir de relation. Et la Bible nous raconte par exemple que lorsque les Juifs voyageaient, en fait, ils préféraient contourner tout le territoire où habitaient les Samaritains, alors que traverser, ça aurait été beaucoup plus court. Bref, tout ça pour dire, comme vous l'aurez compris, que pour le Juif qui écoute Jésus parler, le Samaritain dans l'histoire, c'est vraiment un ennemi. Mais contre toute attente, Jésus dit ceci à la fin de son histoire. Quand le Samaritain vit le blessé, il fut bouleversé. Et c'est pour cela qu'il prend soin de lui. Il le soigne et le transporte dans un lieu où il pourra récupérer. Tout ça à ses frais. Alors que comprendre de ce texte ? Il faut se rendre compte à quel point ce que Jésus dit est hardcore dans le contexte dans lequel il vit. Les prêtres et les lévites sont des personnages hyper importants dans la société juive de l'époque. C'est un peu comme si Jésus parlait de membres du gouvernement aujourd'hui pour nous. Ils ont un devoir d'exemplarité, et pourtant Jésus les décrit comme totalement insensibles. Le Samaritain, lui, qui est pourtant considéré comme un véritable ennemi, un étranger pour les Juifs, c'est lui qui a pitié, qui a compassion de l'homme agressé. Quel renversement. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression « c'est un bon Samaritain » pour parler de quelqu'un qui fait le bien, d'une manière extraordinaire d'ailleurs. Et en fait, elle vient de là, cette expression. Mais justement, peut-être qu'on ne l'utilise pas toujours très bien. Quand on dit de quelqu'un « c'est un bon Samaritain », on a l'impression qu'on parle d'un héros avec des super pouvoirs. Mais dans cette histoire, faire le bien, en fait, ça semble vraiment être quelque chose à la portée de tous. Encore faut-il le vouloir. Ce qui est le plus frappant, c'est le contraste, c'est presque ironique, que Jésus fait entre le sale Samaritain, et qui se révèle en fait être bon dans l'histoire, et les bons juifs religieux qui font le mal en refusant de faire le bien. On peut parler d'amour et de solidarité, comme le faisaient certainement les juifs et les religieux, mais si on n'agit pas au moment venu, tout ça, ça reste des beaux discours. Peut-être que le prêtre et le lévite ont refusé d'aider parce qu'ils se considèrent comme importants, ou peut-être ont-ils simplement eu peur de toucher un blessé, voire un cadavre. Mais le bon Samaritain, lui, il a mis les mains dans le cambouis.
En ce qui concerne le patriotisme, voilà ce qu'on peut dire. Jésus était juif et il n'a jamais remis en question cette identité. Mais il nous alerte dans ce texte sur les dangers de l'appartenance. Si l'identité m'empêche d'aider les autres, il y a un problème. Le Samaritain, lui, il n'a pas regardé qui était l'homme agressé ou qui il était lui. Donc le message de Jésus, c'est que peu importe qui l'on est, on peut devenir le prochain de l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus détourne un peu la question qui lui est posée. On lui demande « Qui est mon prochain ?», mais Jésus conclut avec la question « Lequel s'est fait le prochain ?» Autrement dit, pour Jésus, la question ce n'est pas « Est-ce que l'homme blessé est notre prochain ? Est-ce que c'est lui que je dois aider ?» Mais la vraie question, c'est plutôt « Sommes-nous prêts à être le prochain de l'homme blessé ? Sommes-nous prêts à l'aider ?» Pour conclure, quelques questions-réflexions pour nous aujourd'hui. Premièrement, il y a une super bonne nouvelle que je t'invite à retenir, c'est que Dieu lui-même s'est fait notre prochain. Dieu aussi s'est sali les mains et il ne s'est pas contenté de passer son chemin à côté de notre humanité, alors qu'on est vraiment en piteux état sur le bord du chemin. Et oui, Dieu aussi, il pourrait se montrer méprisant envers nous qui ne sommes que des hommes. Oui, Dieu, il pourrait se considérer trop important pour nous aider. Mais la Bible nous dit que Dieu est venu sur terre. Par Jésus, son Fils, Dieu s'est rapproché de nous d'une manière incroyable pour nous sauver. Pourquoi ? Le texte qu'on a lu disait « Quand il le vit, il fut bouleversé ». Eh bien, sache que Dieu aussi te voit et que Dieu aussi est bouleversé par toi aujourd'hui. Comme le Samaritain, c'est par amour qu'il veut t'aider. En ce qui concerne le patriotisme, on peut dire que ça n'est pas bon ou mauvais en soi, ça dépend de comment nous le vivons et l'exprimons. Comme je le disais, Jésus lui-même était juif. Et la Bible nous dit qu'il participait aux grandes fêtes juives. Nous aussi, nous pouvons être reconnaissants pour notre pays, notre culture, et a priori, il n'y a rien de mal à supporter une équipe sportive ou un athlète. Mais le patriotisme peut devenir dangereux quand il nous aveugle sur les autres ou sur nous-mêmes. Si pour être patriote, j'ai besoin de haïr les autres, de les considérer comme inférieurs, de les écraser, de les mépriser, ou juste de les laisser mourir dans leur coin, en fait, il y a un réel danger. Et on peut se demander pourquoi on est parfois si insensible aux autres, justement. Est-ce que nous avons des stéréotypes, des a priori sur eux ? Est-ce que nous avons peur ? Comment vaincre nos appréhensions en allant vers les autres, vers ceux qui peuvent nous sembler être des étrangers ? Je pense que c'est encore plus facile d'aller vers eux si on n'attend pas qu'ils soient dans une situation extrême. Jésus nous dit que nous devrions tous être des Samaritains les uns pour les autres, et il ne dit pas que c'est quelque chose réservé aux meilleurs. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais pas besoin d'un super pouvoir. Alors comment est-ce qu'on peut être sensible aux autres, quelle que soit leur nation ou leur langue ? Comment ne pas nous laisser aveugler par notre orgueil ? Peut-être pouvons-nous demander à Dieu de nous aider à voir les autres comme lui il les voit, c'est-à-dire avec amour et avec compassion. Et peut-être que c'est ça justement qui a permis à deux chrétiens de deux pays très patriotiques à l'époque, l'Allemagne nazie et l'Amérique ségrégationniste, de devenir amis, de se voir comme le prochain de l'autre. Et B, hyper déstabilisante, les attitudes des deux premiers passants. T'en penses quoi ? Pourquoi déstabilisante ? Je me demande pour quelles raisons ils se sont passés sans s'arrêter. T'aurais des hypothèses, toi ? Déjà, ce qu'on sait de sûr, c'est que c'est des gens de la même patrie que celui qui est en PLS sur le côté. Donc, ça peut pas être un conflit ethnique. C'est ça, puis on sait aussi que c'est des hommes religieux, ou en tout cas impliqués dans la vie religieuse de la ville, et ils avaient des positions qui imposaient une grande pureté et puis des obligations. Et du coup, on peut déduire qu'ils se seraient souillés en touchant un pseudo-cadavre sur le bord de la route. Ok, peut-être je vois où tu veux en venir. En fait, la communauté de ces religieux, à laquelle ils appartenaient, était plus importante pour eux que l'aide qu'ils pouvaient accorder à leurs prochains. Et le produit qu'ils aimaient, c'était les règles et les rites religieux. Et pourtant, Jésus, Dieu, encourage à aimer son prochain. Il dit même que c'est l'un des 2 commandements les plus importants. Ouais. Et tu sais quoi, ça me fait penser aux frontières dont nous parlait Juan Alonso Aldama. Les 2 premiers passants de l'histoire que Timon nous a racontée, ils avaient des frontières qui étaient dressées par leur fanbase de religieux, entre eux-mêmes et leurs prochains. Est-ce que toi, tu penses que dans certaines situations, t'es un peu pharisien, Stan ? Est-ce que tu penses que t'as des frontières ? Oh, waouh. Ouais, en fait, parfois j'agis peut-être un peu comme un pharisien, ou du moins comme ces religieux-là, quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas du tout un truc que moi j'aime à fond et auquel j'accorde de l'importance, et du coup ça va peut-être un peu pas empiéter sur la relation, mais je vais avoir un a priori en fait en me disant du coup cette personne n'est pas hyper cool, alors en fait ça se trouve elle est hyper cool et on est d'accord c'est pas d'autre chose, mais juste j'accorde trop d'importance à
ce point-là. Ouais, grave. Ouais, je me reconnais grave dans cette réponse et je pense qu'on est plusieurs à pouvoir dire la même chose. Mais du coup, finalement, après avoir réfléchi à tout ça, est-ce que tu penses que tu vas vivre ces situations-là ou même vivre les JO différemment ? Eh bien, ça c'est une bonne question aussi. Je pense que le sport, il aura toujours une grande importance pour moi parce que je m'identifie de fou. Mais je crois aussi avoir envie de me servir de cet amour pour le sport, pour le partager avec ceux qui aiment d'autres équipes, par exemple, ou d'autres pays, et puis m'enrichir aussi des différences qu'on peut avoir. Ouais, c'est clair. Et en vrai, plusieurs intervenants dans cet épisode nous ont parlé d'une communauté qui est pas sportive cette fois, mais qui nous permet d'être proches au-delà de ces différences qu'on a pu évoquer. Et des différences qui peuvent être même bien plus grandes que l'équipe de sport qu'on soutient. Et l'outil justement pour former cette communauté, ça serait comme le Samaritain dans l'histoire de la Bible, la compassion. Ouh là 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 là, tu sors les grands mots là. C'est joli de dire la compassion, mais ça veut dire quoi exactement ? En vrai, je sais pas trop. Mais le Samaritain, il a l'air d'avoir eu un amour qui dépassait tous ses a priori. Il s'est occupé du blessé, qui était censé être son ennemi, en théorie. Il a même payé pour son rétablissement. Ça pourrait être ça. Est-ce qu'on pourrait même dire finalement qu'il s'est sacrifié ? Ou bien qu'il est le symbole du sacrifice au moins ? Ouais, toi aussi, tu utilises des grands mots du coup. Mais je pense que tu as raison en vrai. Sauf que c'est un peu dur de voir comment aujourd'hui, dans nos vies, on pourrait symboliser ce sacrifice. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de vivre la compassion. Mais je pense que je pourrais le traduire de manière concrète en allant peut-être vers une personne qui serait membre d'un groupe auquel moi, par exemple, je suis pas d'accord ou auquel à la base j'aime pas, et puis peut-être juste m'intéresser en disant « Ah, mais en fait, ça... » Genre montrer de la flexibilité, tu vois. En fait, pourquoi toi t'aimes ça et tout ? Parce que ça se trouve, il y a, je sais pas, une histoire familiale derrière ou un souvenir d'enfance, et ça me permettrait peut-être d'en apprendre plus sur la personne. Ok, ouais, carrément. De ouf. En tout cas, on espère que cet épisode il vous aura plu à vous qui nous écoutez autant qu'à nous et qu'il aura pu faire surgir autant de questions à vous qu'à nous. Et on vous dit à la prochaine. Pour un épisode assez spécial. En plus, ouais. Allez, bye bye. Salut Stan. Allez, ciao, ciao. Le comptoir, le podcast des GBU.